Dans une forêt belge, un promeneur découvre 6 sacs poubelles. Il s'approche, observe et d'un coup, c'est l'horreur. À l'intérieur de ces sacs, il y a toute une famille française. Bienvenue pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle HVF un peu spéciale puisqu'elle se passe en Belgique mais également en France. On va parler aujourd'hui de la famille Roucoult, une famille française qui a été prise dans un engrenage d'horreur. Vous allez voir, leur histoire est complètement sordide, donc préparez-vous, éteignez les lumières, augmentez le son, n'oubliez pas de passer à la fin sur Utip et on est parti tout de suite. 6 août 1991. Notre histoire débute pour la première fois de la chaîne en Belgique. Vous inquiétez pas les Français, on n'y reste pas longtemps, même si personnellement j'adore la Belgique, c'est un beau pays. Nous sommes donc en août 1991. Un promeneur se balade dans la forêt de Bollay qui est située en Belgique à quelques kilomètres de la frontière française. L'homme marche alors depuis quelques minutes dans la forêt lorsqu'il aperçoit 6 énormes sacs poubelles qui ont été jetés là dans la forêt. Dans un premier temps, l'homme est furieux. Qui est venu polluer notre forêt en pleine nuit? Il s'approche, il observe et il se rend compte que les sacs poubelles ont des formes très étranges. Ils sont vraiment grands, ce sont des gros sacs poubelles qui semblent contenir quelque chose de massif, presque quelque chose d'humain. Le promeneur ne s'approche pas plus et il appelle alors la gendarmerie en leur expliquant la situation. Les premiers gendarmes qui arrivent sur place pensent tout d'abord avoir affaire à une simple histoire de pollution. Voilà, ça arrive de temps en temps, des gens qui jettent leurs déchets dans la forêt. Le problème, c'est que lorsqu'un gendarme va ouvrir le premier sac poubelle, il va y découvrir un homme adulte, sans vie, avec pieds et mains liés. Rapidement, c'est l'horreur. Les autres gendarmes s'approchent alors des autres sacs poubelles, ils les ouvrent et ils y découvrent une femme, 2 garçons et une fille. Tous sont sans vie. Le 6e sac contient quant à lui les chaussures de ces 5 personnes. Immédiatement, une enquête débute alors sur place et on se pose une question. Qui sont ces gens? Comment sont-ils arrivés là? Et qui a fait ça? Ils semblent tous avoir été éliminés par balle. En plus de ça, sur eux, aucun papier d'identité ne sera trouvé. Les enquêteurs belges font donc appel à des enquêteurs français, puisque à ce moment-là, on ne connaît pas la nationalité de ces 5 personnes retrouvées là dans les bois belges. Mais quelques détails vont beaucoup aider les enquêteurs. Tout d'abord, l'homme porte à son doigt une alliance avec la date de son mariage gravée dessus. La petite fille, quant à elle, a un collier avec son prénom et sa date de naissance dessus. La fille s'appelle apparemment Elodie. Rapidement, grâce à la coopération franco-belge, la famille est identifiée. Il s'agit de la famille Roucoult, une famille française sans histoire. Le père a 29 ans, il est marié à la femme que l'on a retrouvée et la petite fille et leur fille. Après de nouvelles heures de recherche, les 2 garçons sont identifiés. Il s'agit de neveux de la famille et leurs parents les ont portés disparus il y a maintenant justement quelques heures. Les parents expliquent que les 2 neveux devaient normalement partir faire une balade avec la famille. Rien de plus, mais qu'ils ne sont jamais rentrés. En plus de ça, on ne retrouve aucun véhicule aux abords de la forêt, qui voudrait donc dire que la famille a été déposée là. Ils sont pas venus à pied jusqu'à la forêt. La famille proche va donc très rapidement être interrogée. Comme d'habitude, généralement, la famille Roucoult n'avait pas d'ennemis. On parle quand même de 5 personnes abattues froidement. Qui serait capable de ça? Il y a quand même 3 enfants dans le lot. Les enquêteurs, grâce aux témoignages, se rendent vite compte que la famille a été vue pour la dernière fois le 5 août, donc hier. Tout s'est passé très vite. Des proches expliquent alors aux enquêteurs que Frédéric Roucoult devait retourner voir un certain Denis Guédin qui habite à Carouble, puisque l'homme lui avait vendu une voiture qu'il n'avait pas terminé de payer à la banque. Donc Frédéric ne pouvait pas mettre les papiers de la voiture à son nom. En gros, il s'était fait avoir. Il avait apparemment appelé Denis pour lui dire qu'il allait venir lui rendre la voiture et qu'il voulait
voulait tout simplement récupérer son argent. On parle apparemment à l'époque d'environ 45 000 francs, ce qui ferait, selon l'euro actuel, 70 000 euros. C'est plutôt une grosse somme. On comprend donc que Frédéric voulait récupérer rapidement son argent puisqu'il ne pouvait pas mettre les papiers à son nom car Denise n'avait pas fini de payer la voiture auprès de la personne à qui il l'avait acheté. Donc vu qu'il était endetté, il n'avait pas le droit selon la loi de vendre la voiture. Les proches expliquent donc que le 5 août, la famille Roucoult, accompagnée de leurs deux neveux, avant d'aller faire une balade en forêt, se sont rendus chez Denise pour rendre la voiture et récupérer leur argent. Frédéric le père conduisait donc la Ford pour aller chez Denise et la mère le suivait avec la Renault 5 familiale. Voilà, ils ont été à deux voitures pour pas que Frédéric se retrouve à pied. Le problème, c'est que la Renault 5 familiale n'a toujours pas été retrouvée. Les enquêteurs vont alors se rendre chez ce fameux Denis Guedin avec qui apparemment Frédéric avait donc quelques embrouilles. Denis a 27 ans, il vit avec sa petite amie Sylvie qui a 20 ans et qui est une femme assez limitée et surtout négligée. Elle est enceinte de 7 mois au moment des faits. Le couple habite donc Carouble dans une petite maison très à l'écart au fond d'une ruelle, une maison assez sombre avec les volets qui sont généralement tout le temps fermés. Lorsque les enquêteurs arrivent, Denis répond avec plaisir aux questions. Il explique que oui, la famille Roucoult est bienvenue, que Frédéric est venu récupérer son argent. Il montre d'ailleurs un papier signé apparemment de la main de Frédéric qui montre que Frédéric a récupéré l'argent et il dit aux enquêteurs, vous voyez la voiture, la Ford, elle est juste là-bas dans mon garage. Donc la transaction s'est bien passée, puis après la famille est repartie. Bon, je ne sais rien d'autre. Tout aurait pu s'arrêter là, sauf que les enquêteurs remarquent dans la maison une forte odeur de javel. Voilà, ça sent vraiment très très fort, comme si des litres et des litres de javel avaient été utilisés pour nettoyer la maison. Ils demandent alors au couple, ça sent vachement la javel, pourquoi vous avez tout nettoyé? Le couple bégaye un peu, ils expliquent que bon, ce matin, ils ont eu envie de tout nettoyer tout simplement. Ces explications ne convaincront pas réellement les enquêteurs qui décident d'emmener Denis au commissariat pour lui poser quelques questions. Sylvie, quant à elle, est laissée pour le moment à l'écart puisqu'elle est enceinte, on va pas l'emmener au commissariat. Dans la voiture qui le conduit à la gendarmerie, Denis semble extrêmement nerveux. Il tremble de partout, se touche les mains, bref, il a réellement la tremblote. Et c'est un élément qui va vraiment marquer les gendarmes et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se dire on va lui poser un peu plus de questions. Les gendarmes, avant de commencer à interroger Denis, vont se renseigner rapidement sur lui. Ils découvrent que le matin de la disparition des Roucoult, le 5 août 1991, Denis a acheté une carabine avec un silencieux. C'est quand même très étrange comme achat, pile au moment où toute une famille est retrouvée assassinée quelques kilomètres plus loin dans les bois et que, à ce moment-là de l'enquête, Denis est la dernière personne à avoir vu la famille. Ça en fait donc un suspect potentiel. Les gendarmes lui posent alors la question, Denis, pourquoi t'as acheté une carabine et un silencieux le matin où Frédéric et sa famille devaient venir chez toi? Denis est là, assis face aux gendarmes, il regarde ses mains, il sait pas trop quoi dire, il bégaye un peu, il se perd dans ses explications. Faut savoir que Denis, pour les gendarmes, n'est pas un mauvais gars. C'est un mec qui a travaillé la plupart du temps dans sa vie. Bon, là pour l'instant, il a une petite période creuse, il est sans emploi, mais ça fait pas de lui un délinquant. Le seul problème, c'est que les gendarmes se rendent compte que, il y a quelques jours, Denis a acheté un 4x4. Or, il dit qu'il a réussi à rembourser Frédéric. Mais comment c'est possible? Denis a toujours été un ouvrier. On le sait bien, malheureusement, un ouvrier ne gagne pas 15 000 euros par mois. Il demande donc à Denis, est-ce que tu as touché un héritage? D'où vient cet argent? On parle quand même de plus de 100 000 euros en à peine une semaine. Il a pu rendre l'argent à Frédéric et s'acheter quand même un 4x4. C'est énorme. Les gendarmes lui demandent alors des explications et Denis explique que c'est sa mère qui apparemment lui aurait prêté de l'argent pour le 4x4 et que donc lui il avait toujours l'argent de Frédéric et qu'il a pu lui rendre et que du coup il est endetté auprès de sa mère. Mais les gendarmes le voient bien, l'homme tremble de partout et il est pas du tout sûr de lui. Après plusieurs heures d'interrogatoire, en larmes, Denis craque complètement. C'est lui qui a massacré toute la famille. Il va tout expliquer et il regrette les faits.
Accrochez-vous puisque la vérité dans cette histoire n'est pas du tout facile à entendre. Quand vous allez voir pourquoi les 5 membres de cette famille se sont fait assassiner froidement, vous n'allez jamais y croire. Lorsque Denis vend sa voiture à Frédéric le 21 juillet 1991, il sait qu'il n'a pas fini de payer le crédit concernant sa voiture. Par contre, il ne sait pas que Frédéric, du coup, ne peut pas changer les papiers à son nom. Donc, jusque-là, il reste quand même honnête. Il ne sait pas. Frédéric lui achète donc la voiture et quelques jours plus tard, il tente donc de mettre les papiers de la voiture à son nom. C'est là qu'il se rend compte que Denis n'avait normalement pas le droit de vendre la voiture et que il s'est fait avoir. Lors d'un coup de téléphone plutôt musclé pendant lequel Frédéric menace de tout venir casser chez Denis, un rendez-vous est pris pour le 5 août pour faire l'échange entre la voiture et l'argent. Le problème dans cette histoire, c'est que Denis a déjà dépensé tout l'argent. En effet, il s'est acheté un nouveau 4x4 et il en est très fier. Donc pour lui, impossible de revendre son nouveau 4x4. Il va donc tenter de faire un prêt à la banque, mais la banque lui refuse étant donné qu'il est sans emploi. Denis, au moment où le prêt lui est refusé et au moment où il sent bien qu'il est coincé, va devoir vendre son 4x4 pour rembourser, il pète un plomb. Non, il ne rendra pas l'argent. Frédéric a qu'à garder la voiture, il se débrouille avec les papiers, il s'arrange avec quelqu'un, mais de toute façon, s'il se pointe et qu'il vient réclamer chez moi son argent, je le tue, dira Denis à Sylvie, sa compagne. Voyant que Frédéric ne compte pas renoncer à son argent, Denis va alors acheter des sacs poubelles et des couvertures pour mettre sur son canapé au cas où ça tourne mal. Le matin du 5 août 1991, voyant bien que Frédéric va venir de toute façon récupérer son argent, Denis achète alors une carabine et un silencieux. Il dira que c'est pour impressionner. Sylvie, quant à elle, ne tente pas de le stopper dans sa folie par peur des représailles. Lorsque Denis voit la famille arriver avec 2 voitures dans lesquelles il y a Frédéric, sa femme, 2 garçons et une fille, il garde son sang-froid. Si Frédéric veut récupérer son argent, il devra massacrer toute la famille. Il ne revendra pas son 4x4 et il gardera l'argent. Le couple accueille alors la famille Roucoult. L'ambiance est assez tendue. Denis explique alors qu'il n'y a pas de souci, il va le rembourser. Sylvie, à ce moment-là, part alors dans la cuisine et elle ferme la porte. Denis, quant à lui, va dans le couloir, attrape sa carabine, installe son silencieux et il retourne dans le salon. Sans aucune hésitation, l'homme fait feu sur les 5 membres de la famille. Frédéric, sa femme, sa fille et ses 2 neveux sont alors éliminés dans le salon de Denis et Sylvie uniquement pour une histoire de vente de voitures d'occasion. Denis ne leur a laissé aucune chance. Sylvie, qui est à ce moment-là enceinte de 7 mois, ne réagira pas malgré les hurlements de toute la famille. La suite est tout aussi horrible. Sac poubelle, forêt, Denis se débarrasse de ses victimes. Ensuite, il revient chez lui. Sylvie est en train de tout nettoyer. Il y en a partout. Sur la table, sur les chaises, par terre, au mur. Bref, Denis a commis un véritable massacre. À ce moment-là, il va alors prendre les clés de la Renault 5 de la famille. Il y charge un vélo et sa carabine. Il va rouler plusieurs kilomètres vers un village voisin et il va jeter la Renault 5 et sa carabine dans le canal. Ensuite, il va simplement revenir chez lui en vélo, persuadé que c'est bon, il a réussi son coup, personne ne le soupçonnera jamais. Lors du procès, Denis va tenter de tout mettre sur le dos de Sylvie. Elle l'a manipulé, c'est elle qui lui a dit de faire tout ça pour garder le superbe 4x4. Mais les jurés n'y croient pas. Sylvie a subi plusieurs analyses et on voit bien qu'elle a réellement un QI faible. C'est une femme, désolé du mot, mais qui est bête et qui aurait été incapable de manipuler quelqu'un. Denis explique alors qu'il voulait pas s'endetter, qu'il voulait garder son beau 4x4, qu'en plus de ça, en ce moment, il est sans emploi, donc s'il récupérait la Ford qu'il pouvait plus payer. Bref, il s'en mêle complètement les pinceaux et son discours ne convainc absolument personne. Denis sera alors condamné à la prison à vie et Sylvie, quant à elle, prendra 10 ans de prison. La famille Roucoult a été massacrée pour une simple histoire de vente de voitures d'occasion parce qu'un homme voulait garder le 4x4 qu'il venait d'acheter. C'est inimaginable.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez voiture en commentaire. J'espère que cette histoire française, mais un peu belge également, vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, c'est super important. N'oubliez pas également de passer sur Utip pour me soutenir. Vous regardez une publicité, ça dure réellement 30 secondes et ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. C'est Max Guys, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. It started as partying, but then you beg, borrow, and steal another piece of it. Tripping, I fall